Vous coupez votre caméra. Et donc, on est parti pour ce webinaire. Donc, webinaire sur le sujet de la transformation des organisations avec comme problématique clé comment mettre en mouvement une organisation, comment embarquer des équipes dans une dynamique positive, comment embarquer tout un collectif et penser en grand les choses, mais comment penser en grand les choses, sachant qu'on ne peut pas tout faire en même temps et comment choisir les bons sujets. Et ce qu'on va vous partager aujourd'hui, c'est vraiment un retour d'expérience avec Framatome, avec qui on a eu le plaisir de travailler pendant plus d'un an, sur le site de Jarry, avec Cyril Després et Mélanie Tanguy, nous font le plaisir d'être avec nous ce matin pour témoigner. Donc, on va commencer par se présenter rapidement. Donc, Thomas de Brugière, donc moi je suis consultant chez Optime Ressources depuis un peu plus de 4 ans. Je travaille notamment sur les sujets management, organisation, de gouvernance partagée et les questions d'engagement sociétal et de RSE, avec un passé où j'ai exploré différents types d'organisations, du grand groupe, de la PME et de l'associatif. Et je suis accompagné de Mireille. Donc Mireille Listin. Optime a deux jambes, une qui est représentée par Thomas, qui est plus orientée vers tout ce qui est humain, et moi qui suis plutôt côté excellence opérationnelle, avec un parcours usine et industrie qui commence à voir s'accumuler les années, à la fois dans de l'opérationnel et après dans du conseil. Voilà. Cyril, Mélanie, je vous laisse la parole pour vous présenter en quelques mots. Donc Cyril Després, je suis le directeur du site de Jarry. Je suis arrivé chez Framatome en avril 2024 et j'ai un peu plus de 20 ans d'expérience en opération, majoritairement dans la chimie. Mélanie Tanguy, donc moi je suis la responsable RH et communication du site de Framatome Jarry. Ça fait 8 ans que je suis chez Framatome, et avant j'ai une expérience toujours sur des sites à feu continu et plutôt dans l'aluminium. Ok, merci. Donc, on va, avant d'aller plus dans le vif du sujet et de laisser Cyril et Mélanie témoigner de cette démarche, on va vous poser la question, à votre avis, pourquoi une organisation n'arrive pas à se transformer? Et on vous propose on va pas faire un tour d'écran, mais peut-être de mettre dans le chat de la discussion, pour vous, quels sont les les deux top killers de la transformation. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'une organisation n'arrive pas à se transformer? On vous propose de le mettre dans le fil de la discussion, et puis on le notera pour essayer peut-être de rebondir dessus au fil de nos échanges. Donc peut-être déjà, vous pouvez prendre 30 secondes pour noter quelques idées, et n'hésitez pas à les partager. Ok, je vois que les remarques commencent à arriver, les habitudes qui rassurent, incompréhension de l'objectif et du pourquoi, La peur, la peur, le changement. des questions de problèmes de modèles mentaux, effectivement. Ok, Aussi la cible, est-ce qu'elle est suffisamment claire ou attractive? parfait. Eh ben merci. Ça fait plein de choses sur lesquelles on va pouvoir rebondir pendant nos échanges. Eh bien, pour ce webinaire, on va avoir un premier temps de témoignage de Cyril, de Cyril et Mélanie. Et puis ensuite, voilà, vous pourrez à la fin de ce temps-là poser vos questions. On aura un temps de questions-réponses d'échange. Et puis, on vous proposera avec Mireille un temps voilà, quelques éléments de prise de recul sur cette question de l'accompagnement, de la transformation. Voilà, on précise aussi que cette mission, on l'a conduite avec Mélanie, avec Paul Tab, qui est consultant et président d'Optime Ressources et qui ne pouvait pas être avec nous ce matin et qui s'en excuse. Cyril, Mélanie, je vous laisse la parole. Oui. Tout d'abord, quelques mots sur Framatome. Je pense que vous pouvez passer la slide d'après. Ouais. Ouais.
Donc Framatome, notre métier, c'est de concevoir des centrales nucléaires. On fournit et on met en service tout ce qui entoure la chaudière nucléaire. On conçoit aussi les composants et les assemblages combustibles. Et on fabrique, on maintient aussi tout ce qui est système de contrôle commande et d'instrumentation. Et on assure la maintenance de tout type de réacteurs nucléaires. Notre chiffre d'affaires en 2024 est un peu plus de 4 milliards d'euros. Et on a un carnet de commandes supérieur à 29 milliards d'euros. On équipe plus de 380 réacteurs dans le monde, depuis la conception jusqu'à la maintenance, partout dans le monde. Cinq activités principales de Framatome. Donc, la direction technique et ingénierie. Donc, c'est les équipes qui conçoivent les réacteurs nucléaires avec des centres techniques internationaux partout dans le monde. Ce qu'on appelle PCM chez Framatome, c'est la fabrication de gros composants. Donc, c'est ce qui entoure le réacteur nucléaire. Donc, c'est les générateurs de vapeur, c'est les cuves qui contiennent le réacteur nucléaire, et c'est les gros équipements qui sont le cœur du réacteur nucléaire. On a une activité aussi d'instrumentation et de contrôle commande. Donc, c'est les équipes qui conçoivent et qui installent tout ce qui est le contrôle commande et le sub pour conduire une centrale nucléaire et que l'exploitation. On a une activité combustible, donc, dont fait partie le site de Jarry. Donc, l'activité combustible, c'est qu'on conçoit et développe tout ce qui est les assemblages combustibles. Au bout d'un certain temps, les assemblages combustibles, on doit les remplacer. Donc, l'activité de la BU Fuel, c'est de fabriquer des combustibles et les remplacer. Et enfin, la dernière activité de Framatome, c'est ce qu'on appelle base installée. C'est des équipes qui assurent la maintenance et la modernisation des centrales nucléaires. Nous sommes un peu plus de 20 000 salariés dans le monde. Le site de Jarry, en quelques mots, 350 salariés. Donc le site de Jarry, sa principale activité, c'est la production de l'éponge de zirconium, avec l'éponge de zirconium. Le zirconium, c'est le métal dont est composé le réacteur nucléaire. Pourquoi le zirconium? Parce que c'est un métal qui a une haute résistance mécanique. La température de fusion est supérieure à 1800 degrés. Et sa caractéristique, c'est qu'il est complètement transparent aux neutrons. Donc, en fait, l'uranium s'active naturellement dans l'assemblage nucléaire. On valorise aussi des produits dérivés. Naturellement, le zirconium n'existe pas à l'état pur dans la nature, donc il contient une petite quantité d'hafnium. Et donc, l'usine de Jarry fabrique aussi tout ce qui est dérivé hafnium, qu'on le vend sous forme de sel, d'oxyde, d'hafnium métal ou de chlorure de magnésium également. 2 unités opérationnelles sur le site, la chimie et le métal. Pour vous donner un ordre d'idée, sur la partie chimie, nous consommons un peu plus de 20 tonnes de chlore par jour. Donc c'est pour ça que le site est classé Seveso seuil haut. 350 salariés, on fabrique plus de 1500 tonnes d'éponges, 16 tonnes d'hafnium électrolytique. On réalise un peu plus de 20 millions d'euros d'investissement sur le site. Et aujourd'hui, le site est en pleine transformation, car on nous a demandé d'augmenter de manière significative la production du site. C'est pour ça aussi que la transformation des équipes était nécessaire. Ouais, et du coup, peut-être, voilà, merci pour ces éléments, et du coup, peut-être un point sur le contexte, plus précisément, dans lequel s'est lancé le travail. Je continue? Ouais. Valérie. Non, alors l'objectif de la mission, nous, c'était réussir la montée en production annuelle de zirconium en travaillant sur 3 axes. Donc tout ce qui est dialogue social, amélioration continue de nos process et puis l'équipe managériale, dont la partie organisationnelle. On est un site de production avec une forte culture syndicale. Voilà, un peu
un gros paquebot en fait à bouger. Donc voilà, notre objectif c'était de créer une dynamique d'usine pour atteindre nos objectifs, donc créer une dynamique positive, redonner aussi aux équipes et au management la confiance et l'envie, et puis mener de front donc autant des chantiers techniques que des chantiers organisationnels. Et puis peut-être un point aussi dans le contexte, il y a eu voilà, un passé notamment avec plusieurs réorganisations. Enfin, du coup, un site qui avait déjà vécu beaucoup de changements. Et du coup, voilà, peut-être aussi, peut-être pas une inversion, mais en tout cas, un mouvement qui était peut-être plus difficile à lancer. Voilà. En fait, le changement s'inscrit toujours dans le temps. Les initiatives qui avaient eu lieu sur le site par le passé, c'était vraiment des initiatives courtes, qui étaient axées sur diagnostic, plan d'action et après manque d'accompagnement. Donc il y avait plutôt un vécu plutôt difficile de la part des équipes. Donc avec Optim, on s'est plutôt orienté dans un accompagnement long, ce qui a surpris les équipes et qui a surpris les équipes de manière positive. Parce que pour mener des chantiers de transformation, ça se fait pas sur quelques mois, il faut bien un an et demi. Voilà. Oui, c'est un des points qu'on va voir, la question du temps qui est forcément un allié quand on parle de sujets de transformation, et le temps voilà, qui peut aller avec un accompagnement optime, certes, mais au-delà. Et d'ailleurs, on va voir, c'est un des sujets aussi bien sûr que la transformation, comment on fait pour l'ancrer dans la durée. Donc voilà pour le contexte. On propose maintenant de décrire de manière un petit peu plus spécifique, voilà, le travail qui a été conduit, et puis voilà, qu'est-ce qu'il a permis de donner comme premier résultat, et comment il s'est structuré. Du coup, c'est Mélanie. Ok. Donc en première phase, donc on a fait une phase, Optim a fait une phase un petit peu de diagnostic. Donc on a décidé de faire participer 100% de notre encadrement. Donc on a eu 60 participants répartis en 20 ateliers. Donc voilà, l'idée c'était de faire une phase d'immersion, donc immersion de la part d'Optim dans les ateliers, mais également des ateliers en fait d'immersion en petits groupes avec nos 60 participants. Ça nous a permis en fait de sortir voilà, un certain nombre de problématiques qui avaient été identifiées, et on a refait travailler en fait les participants sur les problématiques qu'ils avaient identifiées dans un second temps, pour pouvoir se focaliser que sur 6 grands thèmes, parce que voilà, on n'allait pas mener de front 20 problématiques. Donc le but c'était d'en avoir un petit nombre et qu'on les travaille correctement. Donc à l'issue de l'arbre des causes, il y a 6 thématiques qui ont pu être identifiées. En fait, le but de cette démarche était de rendre acteur le personnel, acteur du changement. Et un point, effectivement, Cyril, de rendre acteur, et un point qui a été important, et les équipes nous l'ont renvoyé vraiment en positif dans la démarche. La pour nous, c'était de revenir 2 fois, c'est-à-dire qu'il y a un premier temps d'écoute. Ok, voilà, on fait parler l'équipe sur les situations, sur qu'est-ce qui est difficile en perception des enjeux. Et ensuite, on a fait une synthèse intermédiaire là, sous forme d'un arbre des causes. On y reviendra dans les outils qu'on utilise, mais une vision un peu du système. Donc, où est-ce que ça bloque sur le système? Et on est revenu avec ça et on l'a retravaillé avec les mêmes groupes de travail. Et ça, ça a donné le message, bah voilà, on a vraiment écouté et voilà ce qu'on a compris. Et ça a vraiment permis d'aller assez loin dans les échanges, voilà, de batailler, on est d'accord, on n'est pas d'accord, pourquoi vous avez écrit ça, c'est pas comme ça, ou de se mettre d'accord sur les vrais enjeux. Et travailler en 2 temps, ça a vraiment permis d'aller plus loin. Et pour nous, ça a été un socle, en fait, sur lequel on a pu revenir dans la dynamique ensuite quand on a lancé les chantiers. C'est de dire, OK, les amis, les sujets sur lesquels on est en train de bosser, en fait, c'est les vôtres. C'est vous qui nous avez dit, on est revenu, on a pris le temps de les bosser ensemble. Et donc ça a vraiment été un socle pour la démarche. Oui, ça a vraiment permis, en cours de mission, lorsqu'il y avait par exemple quelqu'un qui était un peu réticent, de lui rappeler ce qu'il avait pu dire.
ce qu'on avait entendu. Ouais. Et on devrait ouvrir le dialogue là-dessus. Ok, donc suite à nos 6 chantiers, donc voilà, on a eu 6 chantiers identifiés, donc tout ce qui était modèle managérial, donc voilà, notre exigence, tout ce qui est relations, feedback, priorisation, et puis on va faire un focus après sur ce chantier-là. On a aussi une problématique de tout ce qui est montée en compétences des salariés récents et tout ce qui est maintien en compétences. On a de nombreux projets sur le site, donc voilà, c'est comment réussir nos projets, avoir une vision consolidée des projets. Et ce qui nous pose beaucoup de difficultés, c'est les ressources, parce que finalement, les sachants, ils sont sur notre site. Et il faut qu'ils soient aussi impliqués dans les projets. On avait aussi, on est organisé en unités opérationnelles, un peu comme des UAP, des unités opérationnelles autonomes. Donc voilà, là, des fois, il y a un peu de frottement sur voilà, les rôles et responsabilités, les temps managériels, la relation entre le chef d'équipe, le technicien support, la maintenance. Il y a eu un chantier sur le prestataire de maintenance parce qu'on a notre maintenance qui est sous-traitée sur le site de Framatome Jarry. Et puis aussi tout ce qui est gestion documentaire, voilà, tout ce qui est accessibilité de la documentation et la qualité. Et donc, effectivement, et ces grands chantiers, ces thématiques de travail, et ce qu'on a fait, c'est qu'on les a, en fait, on les a reprises et structurées vraiment en chantier opérationnel, avec vraiment une méthode derrière et un cadrage. Euh, donc en fait, ces thématiques de travail elles se sont déclinées ensuite en huit chantiers structurés, dont le premier, ça a vraiment été de travailler au niveau du CODIR. Peut-être, voilà, Cyril, je te laisserai Ouais. compléter notamment ce point-là. Et ensuite, parce que c'est vraiment un point clé, et ensuite travailler sur le socle managérial, les rôles et responsabilités dans les unités opérationnelles, la question d'un chantier opérationnel concret sur la maintenance, euh, travailler sur les rituels quotidiens des équipes, parce que c'est un point vraiment pour faire bouger la culture, et ensuite les chantiers compétences, travailler sur le chantier 7, la dynamique portefeuille de projet. Et last but not least, un chantier, on a fait un chantier en tant que tel, on a travaillé la mise en autonomie, enfin voilà, l'autonomie du site dans l'animation de la transformation, c'est-à-dire qu'une fois que nous, on est parti. Et donc, ouais, Cyril, je vais peut-être compléter là-dessus et puis sur comment on a choisi. Alors, quelques mots sur pourquoi on a choisi quel chantier. Il nous fallait un chantier sur lequel il y avait ce qu'on appelle des quick wins pour montrer que la dynamique collective donnait ses premiers résultats. Donc on a choisi un chantier qui s'appelait Retrouver rapidement de la performance maintenance, avec un cadencement très très court pour tout de suite impulser le changement. Et derrière, il y avait deux chantiers clés pour la transformation du site. C'était des chantiers qui étaient autour de tout ce qui est management, tout ce qui est relations, tout ce qui est clarification des rôles et responsabilités, et comment on gère une équipe, comment on gère une transformation, comment on accompagne la transformation au sein des équipes. Et on a notre cible, c'était plutôt le middle management. En parallèle de ça, ce genre de transformation fonctionne si le comité de direction fonctionne bien. Donc on a travaillé aussi avec Optim sur le comité de direction, à la fois sur la sécurité émotionnelle du comité de direction, à la fois sur l'alignement, à la fois sur les profils aussi du comité de direction. Donc c'est important aussi de connaître les profils de chacun, parce qu'une fois qu'on connaît les profils, on adapte son discours et puis on permet aussi d'appréhender la différence de l'autre. Donc on a travaillé sur ces 4 chantiers en parallèle dès début 2025. Derrière, une fois qu'on avait un peu plus de maturité et que les équipes adhéraient au chantier de transformation, on a lancé les autres chantiers avec un cadencement environ tous les trimestres. C'est-à-dire qu'après, on a repensé nos rituels, pardon,
Vous verrez le détail derrière, je crois qu'il y a une diapositive. Puis enfin, le dernier chantier, c'était plutôt sur la compétence et réussir nos projets. Et en fait, le dernier, c'était comment on autonomise la démarche. Le but, c'était pas de se faire accompagner par Optim pendant des années, hein. Il fallait que le site soit rapidement autonome dans la poursuite du changement et maintenir le mouvement, en fait. Je pense qu'il est clé dans ce genre de démarche, il faut toujours maintenir le mouvement. Ouais, effectivement, sur les critères, on le reverra dans la conclusion, mais quand on est sur ce sujet de comment on choisit, en fait, on ordonnance les priorités, comment on fait pour choisir ses combats, il y a ce sujet d'avoir, ouais, ok, il n'y a pas de transformation sans un codir, voilà, qui est à la manœuvre, qui donne l'impulsion, qui donne le rythme, voilà, qui se remet en question aussi, hein, clairement. Et là-dessus, le codir du site de Jarry c'est exemplaire. Pas de transformation sans un travail de fond sur le management, et on va y revenir. Et puis l'importance de aussi lancer d'avoir des chantiers plus visibles, concrets, opérationnels. Notamment, c'était le cas ici du chantier maintenance. Et puis après, un arbitrage en fonction aussi des ressources du site, des capacités à faire. Donc vous voyez, c'est un peu ce panachage-là, du temps long, du temps court, réaliste sur comment sur comment on ordonnance aussi en fonction de la disponibilité des équipes, et puis un codir qui est vraiment moteur, qui va tracter la transformation. Donc, on a choisi, pour la suite, on ne va pas détailler les 8 chantiers, ce serait un peu long, mais donc on a choisi de faire un zoom sur ce qui a été travaillé dans deux chantiers, la partie management et le chantier, donc les chantiers plutôt temps long, et le chantier 5 rituels, qui était aussi, pour le coup, comme le chantier 4 sur la maintenance, un chantier plutôt court. Ça, c'est juste pour illustrer peut-être comment les chantiers ont été structurés, hein, donc là, à injecter de la méthode gestion de projet. Voilà, on sait quoi les enjeux, les rendre explicites, c'est quoi les objectifs, qu'est-ce qu'on veut concrètement avoir réalisé à la fin de l'année. Et puis un point sur le pilotage. Sur le pilotage, vous voyez en bas à gauche, on avait fait le choix avec Mélanie et Cyril d'avoir un binôme, un membre du CODIR, un manager. Un manager terrain, voilà, pour avoir cette charnière. Et puis symboliser aussi que voilà, c'est vraiment toute la ligne managériale qui avance ensemble sur ce sujet. Bon, on va faire un zoom sur le chantier management. Donc, c'est un chantier qui a été animé par une membre du CODIR et puis un chef d'équipe. Donc, en fait, on est parti de situations terrain clés, donc qui ont été issues du diagnostic et qui étaient en cohérence. Donc, on est un grand groupe. Donc, nous, on a un leadership modèle au sein de Framatome. Donc voilà, on a fait une analyse en fait par rapport à ce que les personnes vivaient sur le terrain et la cohérence avec notre modèle de management au sein de Framatome. On a fait travailler le groupe de travail sur des priorisations et sur la posture managériale, donc adaptée en fait à chaque situation. Et on s'est mis dans la peau du manager, mais aussi du manager. Voilà comment vivait le manager sur telle ou telle situation et comment vivait le manager dans telle ou telle situation. Ça nous a permis de définir en fait un socle managérial pour le site de Jarry, donc toujours en cohérence avec le modèle de management de Framatome. Donc on a défini en fait la raison d'être du manager, les compétences clés qu'il devait mettre en œuvre, les fondamentaux RH et les relations. Et voilà, ça nous a permis en fait de faire un booklet là-dessus. Donc il y a par exemple être orienté résultat, garantir le respect de la solidarité, faire grandir ses équipes, décider et organiser la décision. Ensuite, on a travaillé sur des leviers qui vont permettre en fait de déployer ce socle managérial et Optim plus que nous, on a conçu et animé des séances d'appropriation. Donc, on a fait 3 séances managériales
Donc en fait, ces séances managériales, là, on a vraiment, donc on n'est que sur du manager hiérarchique. Je l'ai pas précisé, mais on s'est focalisé, voilà, que sur le management hiérarchique. On n'est pas allé sur le management transverse. Donc l'idée là déjà, c'était de mixer tous les managers du site et à tout niveau de l'organisation. Donc l'objectif de ces demi-journées, c'était, bah voilà, de s'approprier le socle qu'on avait défini avec nos 4 compétences clés. On en a profité aussi, j'en ai profité pour faire voilà, une séance de droits et devoirs du manager. Et ça nous a permis aussi voilà, d'avoir de la cohésion et de créer en fait une communauté managériale sur le site. Donc 100% des managers hiérarchiques du site ont pu participer. Ça, c'est le groupe de travail qui a créé en fait l'animation et qui a animé le jour J en fait ces demi-journées avec Optim en ingénierie et puis en coaching soutien si besoin. Donc ce qui était plutôt bien, ce qui est ressorti, bah voilà, c'est bien de s'aligner sur une vision commune, expliciter les attendus, ça a permis de nourrir la cohésion entre les managers et puis aussi ça a permis d'échanger sur le fond. Donc en fait Optim a créé en ingénierie un espèce de jeu de loi où en fait en petits groupes chacun s'exprimait voilà sur une situation vécue, finalement comment ils vivaient telle ou telle situation, est-ce qu'on était aligné ou pas en fait avec notre modèle de leadership et ce qu'il fallait mettre en place ou dire pour que ça se passe mieux. Donc voilà, ça a permis aussi de faire finalement du co-développement entre managers. Suite à ça, on leur a demandé, en fait, on leur a présenté, on a créé une grille d'auto-positionnement des managers. Donc, en fait, chaque manager s'est auto-positionné par rapport à nos compétences clés. C'est une grille qui est en 4 niveaux. En mi-décembre, ils ont pu voir leur manager et échanger en fait entre leur auto-positionnement puis la vision du manager. Et là, sur 2026, voilà, on a récolté en fait, on a récolté ces grilles, on a fait une synthèse des besoins et puis on va organiser soit des sessions de formation, soit du coaching en fonction en fait des profils de la personne. Et puis c'est un groupe de travail qui vit encore parce que là au mois de mai, voilà, on refait 2 jours sur la communauté manager et je pense que voilà, ça a créé quand même une émulation au sein de la communauté manager et je pense qu'ils se sentent aussi vraiment soutenus en fait par toute la ligne managériale, ce qui n'était peut-être pas le cas forcément avant. Oui, tout à fait. Pour revenir sur ton point, soutenu par les managériales, il y avait les membres du CODIR, en fait, ont participé, Marion, et voilà, comme les autres, en fait, à ces sessions manager. Et c'était un message qui a été, ça peut paraître anecdotique, mais qui a été très bien aussi reçu et perçu par les équipes. C'est qu'il n'y a pas différents niveaux, c'est toute une communauté managériale qui réfléchit ensemble. Je voudrais rebondir sur 2 ou 3 points, hein, vraiment dans la démarche de dire, OK, on n'a pas réécrit un référentiel groupe, et là, pour le coup, dans le cadre de cet accompagnement, on est dans le cadre de l'accompagnement d'une structure Framatome qui est dans un grand groupe. Donc, on n'a pas réécrit ça. En revanche, on est reparti vraiment du terrain. On a fait parler les managers sur, OK, c'est quoi dans tous ces sujets, c'est quoi vraiment les sujets sur lesquels vous luttez, qui sont difficiles. Et ensuite, travailler, déjà, rendre explicite les attendus. Et je réinsiste là-dessus, et on réinsiste là-dessus beaucoup chez Optim, sur cette question. Il y a le manager et ici le manager. Et en fait, manager, c'est vraiment une histoire de relation. Et donc, c'est comment le manager et le manager se mettent d'accord sur les attendus. Et vraiment un gros travail de rendre explicite les choses, et parce que les éléments sont explicites, alors ça permet d'avancer. Et peut-être un point qui peut aussi apparaître anecdotique, mais qui est vraiment important dans la démarche et sur ces outils qui permettent voilà, de créer de la dynamique. Alors, on a injecté de la ludopédagogie avec ce petit jeu de société qu'on a inventé
travailler sur l'appropriation, hein, plutôt que de présenter un référentiel à 20 lignes, de travailler de manière un peu ludique et vraiment de mettre un groupe de managers de l'usine en animation. Et ça a été aussi, ça ne peut pas être un détail, mais en fait, ça n'en est pas un. Ça a été vraiment un point de, un point d'ancrage, parce que du coup, c'est des pairs qui parlent à des pairs, et ça donne aussi une autre tonalité aux échanges, et ça permet d'aller plus loin. Donc ça, c'était là. Et après, pour compléter, je pense que voilà, dans les grands groupes, on a toujours des modèles de management, de leadership. C'est vrai que des fois, c'est pas très parlant. Nous, on a quand même une population qui est postée avec des chefs d'équipe, donc du management plutôt intermédiaire, qui est souvent issu du terrain. Et c'est vrai que le fait d'illustrer par des exemples concrets, enfin voilà, les attentes du managériaux, je pense que c'était plus parlant pour cette population que voilà, des grands thèmes et des grandes phrases où finalement ils se retrouvent pas forcément et on voit que ça recroise en fait. Complètement. Ouais. Donc ça, c'était pour le chantier management. Donc on a un chantier comme voilà, ça a commencé dès le début, qui a duré toute l'année, toute l'année, et puis voilà, qui continue avec ce que disait Mélanie maintenant sur les leviers, et c'est un chantier voilà, qui va s'étaler encore sur les années à venir. Et puis on avait le chantier sur les rituels. Alors, sur le chantier, quelques mots sur le chantier rituel. Donc, on a démarré le chantier plutôt on a commencé à la fin du premier semestre 2025 et puis il s'est allé jusqu'à la fin du second semestre 2025. Un des points qui a été relevé par les équipes, c'était qu'il y avait pas trop de temps passé dans les rituels, manque d'efficacité. Il y avait vraiment besoin de libérer du temps managérial, parce que le temps passé en rituel, c'était du temps passé en moins pour tout ce qui était gestion d'équipe et gestion des hommes. Besoin de libérer aussi du temps pour les techniciens, et puis le MVP n'était pas forcément bien organisé avec des temps qui duraient. Et on avait un échéancier sur le site où on avait des rituels qui commençaient à 7h30 du matin et qui se terminaient jusqu'à 12h30. Donc le temps d'organiser et d'avoir une vision globale du site, c'était pas forcément simple dans un temps aussi long d'organisation. Donc moi, ce que j'avais demandé comme mandat aux équipes qui travaillaient, c'est de raccourcir les rituels de manière à ce que tout ce qui est gestion de la production, que ça soit aux différents niveaux, au niveau des ateliers et au niveau du comité de direction, tout soit terminé à 10h30. Et d'avoir une vraie organisation des rituels pour avoir des rituels qui sont cadencés, orientés sur la partie résultat, orientés sur la partie action et orientés sur la partie suivie. Donc, une équipe s'est mise en place. On a retravaillé un petit peu sur la simplification, se focaliser sur ce qui était vraiment important comme KPI. On avait des rituels qui étaient très très bien faits, mais avec beaucoup de données. Donc, les équipes ont travaillé à la fois sur les chefs d'équipe. Donc, il y a eu un vrai engouement autour de parce que c'est quand même leur outil de fonctionnement. Donc, il y avait un vrai engouement autour de ça. À la fois la simplification et à la fois orienté résultat. Donc derrière, on a mis en place les nouveaux rituels. Ça a permis de libérer les personnes et les managers. Et puis on continue là sur la partie 2026 où on fait des audits de rituels à tous les niveaux. Il y a 3 rituels, il y a MVP1, MVP2 et MVP3. Le MVP3, c'est au niveau comité de direction. Et il y a des audits des rituels qui sont réalisés par nos ingénieurs OPEX pour bien ancrer la démarche sur toute l'année 2026 sur le site. Si je rebondis un petit peu sur l'esprit dans lequel ce chantier a été fait, je crois qu'on voit bien qu'au fil des années, les rituels peuvent s'alourdir. Et surtout quand on a des services centraux forts qui viennent rajouter et on ne sait pas bien ce qu'on doit supprimer. Donc là, ça nous a permis de faire un toilettage. Et quel a été notre critère? C'était de se dire, finalement, à chaque niveau, quelles sont les décisions qui sont à prendre et est-ce qu'on peut les prendre et remettre l'escalade des rituels vraiment sur
j'escalade quand je ne suis pas capable de prendre une décision, et que les décisions puissent se prendre au niveau le plus bas, entre guillemets, hein. Enfin, on a fait de la subsidiarité. On a essayé de remettre ça en place. Et pour prendre des décisions, il ne faut pas être 15. Du coup, on a allégé le nombre de personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile. Et je ne sais pas comment est-ce que le site va le garder, parce que, en particulier, tous les services support ont envie de venir, les services support assez périphériques. Et donc, comment est-ce qu'on gère ce besoin d'information et ces relations, elle a besoin d'un travail en commun quand même. Et peut-être que ce n'est pas le rituel qui est le lieu pour ça. Il y a quelque chose aussi qui est très paradoxal que l'on a fait. On nous a réclamé on nous a dit il y a trop de temps passé en rituel, et on en a créé un, entre guillemets, parce que ça nous a permis on a créé un rituel au niveau du responsable du haut, avec ces N-1 directs qui n'existaient pas. Et finalement, il vaut mieux avoir deux petits rituels petits en durée, hein, des rituels plus courts avec les bonnes personnes, qu'un très grand rituel où il y a 15 personnes. Voilà, un petit peu ce qui... et on a prévu aussi, ça a été difficile à faire comprendre, mais à mon avis, c'est important. C'est que, vous voyez, dans la colonne après, entre chaque rituel, il y a du temps. Parce que si on prend des décisions, il faut les mettre en œuvre. Et donc, il faut que les participants au rituel puissent contacter les gens et voir si ce qui a été décidé peut se mettre en œuvre. Et si ça ne peut pas, parce que les personnes ne sont pas disponibles, on a un rituel d'après pour arbitrer. Donc, il y a eu toute une logique autour de la prise de décision qui a été mise en place. Ouais. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Non, puis on a redéfini un petit peu, on avait en parallèle des rituels, on avait mis en place aussi des chantiers de stabilisation, ce qu'on appelait des task force. On les a repositionnés plus tard dans l'après-midi, on a focalisé vraiment le matin la gestion du site, en fait, la gestion de la production. Et tout ce qui était chantier de stabilisation, on les a décalés sur la partie après-midi. Ça a permis aussi de fluidifier et puis de donner de la cohérence. Le matin, c'est dédié à l'activité, à la gestion de la production, gestion des aléas. Et sur l'après-midi, on est plus sur du temps long, du temps moyen. Et on a redéfini ce qui était une task force, pour que ça soit clair pour... Et là-dessus, par rapport à la remarque de Mireille, qui est importante, hein, entre autres de dire comment on fait pour tenir dans le temps. Tu as donné un élément, Cyril, à se dire, OK, il faut se donner les moyens de tenir cette zone de discipline, hein, dont le mot est de dire qu'à un moment, OK, il y aura des audits, il y aura un regard qui va venir sur ce qu'on est en train de faire pour se dire est-ce qu'on est en train toujours de tenir notre ligne. Et c'est là où ça remonte aussi, OK, ensuite, OK, au niveau du codir, au niveau du management, voilà comment on arrive à tenir cette exigence. Voilà, donc ça c'est vraiment un point important. Donc, on voulait vous partager sur ces deux chantiers. Donc, vous voyez, d'ordre différent, le temps long. Là, le chantier des rituels, ça a plutôt été un travail en gros, sur un trimestre. Sur un trimestre, le temps de conception. De conception, et puis avec vraiment quelque chose de visible, hein, parce que les rituels, c'est tous les jours. Ça implique les managers, les équipes sur le terrain, les équipes sur le terrain le voient. Et donc, voilà, ça participe de cette dynamique et de ce panachage des différents sujets. Non, je dirais que les équipes ont reconstruit le rituel à la fois dans la manière de le mener, mais aussi on reconstruit les rituels autour d'indicateurs clés, qui est à la fois un travail de management, mais il y a aussi un travail de structuration qui se voit aussi sur les tableaux de suivi de la production, où on a redéfini, on a redesigné les tableaux de manière à apporter plus de fluidité et de voir l'information clé tout de suite.
Donc, je vois qu'il y a quelques questions qui ont commencé à venir là dans le chat. N'hésitez pas à en ajouter. On va revenir dessus dans quelques minutes. Peut-être avant ça, partager deux choses, Mélanie ou Cyril, de dire comment ça s'est organisé ensuite pour la suite, comment pérenniser la structure qui a été mise en place pour piloter ça, pour piloter et animer cette transformation dans le temps. Donc, comme l'a dit Cyril au départ, donc là, ce qui était important après, c'est qu'on soit autonome pour continuer à piloter la transformation. Donc, on a remis des membres du CODIR qui portaient déjà les différents chantiers. On a laissé les rituels en place, hein, donc il y a toujours un comité de pilotage qui se fait de manière mensuelle, et puis il y a des points d'étape qui se font mensuellement avec les pilotes. C'est vrai qu'on avait 6 chantiers qui étaient bien avancés et un chantier où c'était un peu plus compliqué, ça a plus patiné. Donc c'est le chantier que vous voyez en orange, là, Réussir nos projets. Donc lui, il mérite d'avoir une attention plus particulière. Mais c'est vrai que les autres, ils étaient quand même plus ou moins lancés. Là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il y a certains chantiers, il faut qu'on maintenant on les clôture là sur 2026 parce que voilà, c'est aussi important de clôturer les choses. Mais voilà, enfin, la dynamique, elle y est toujours pour l'instant sur le site de Jarry. Et le fait de maintenir un pilotage, le pilotage non seulement avec le membre du comité de direction, mais aussi avec un membre du management intermédiaire, avec le maintien aussi de réunions plus ou moins espacées dans chacun des groupes, ça permet de maintenir le mouvement et ça permet d'ancrer la dynamique. Ouais. Le changement, il faut facilement 2 ans. Donc le but, voilà, c'est de maintenir la dynamique à la fois sur 2025 et 2026, de manière à pouvoir ancrer profondément ce changement-là, à la fois sur le comité de direction, mais aussi sur le management intermédiaire. Ouais. Et en fait, derrière chaque, comme ce que dit Mélanie, hein, derrière chaque boîte bleue, quand on a conduit un projet vraiment avec une équipe, si je prends par exemple le sujet socle managérial, on est vraiment en mode, OK, groupe de travail toutes les semaines ou toutes les 2 semaines avec l'équipe projet. Ensuite, voilà, on a abouti à une feuille de route voilà, pour chaque chantier de transformation. Et donc, là, ensuite, on passe en mode run, c'est-à-dire, c'est vraiment, on va animer. Et le binôme qui avait piloté le chantier va animer la mise en œuvre de sa feuille de route. Et tout ça, effectivement, pris en gardant une gouvernance et une animation assez étoffée pour maintenir le projet, pour maintenir la transformation dans une dynamique. Ok. Alors, avant d'aller là-dessus, je propose de rebondir sur quelques questions. On va d'abord faire ça. Sur les enjeux de la démarche, en fait, nous on sent sur le vécu, qu'est-ce qui nous semble important vu de différentes fenêtres. Vis-à-vis de la direction, et là, le binôme d'animation avec Cyril et Mélanie, c'est vraiment de porter le sens, de rester. C'est quoi le but commun de l'usine? Pourquoi on fait ça? D'animer, de faire vivre le projet, de travailler sur comment donner les moyens et débloquer certains sujets, embarquer le CODIR et je trouve important d'insister sur savoir laisser le lead aux responsables de chantier. Hein. Ça fait lien aussi avec la délégation et puis le principe de subsidiarité dont parlait Mireille. Et ça, on l'entend beaucoup. On sent dans les équipes, entreprises, même associations, et entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, qu'on accompagne. L'intention, on l'entend beaucoup. La concrétisation, c'est plus difficile. Ça demande un savoir-faire très délicat, Ouais. à la fois pour pour la direction, de savoir sentir quand est-ce qu'il faut intervenir, parce que parfois il le faut, et aussi se dégager et laisser faire
les idées qui ne sont pas tout à fait les siennes parfois. Donc, important vraiment voilà, de laisser le lead, et ça, c'est au responsable de chantier vraiment important. Au niveau du comité de direction, c'était vraiment cette idée de savoir se remettre en question. Et ça, c'est quand même une posture qui est pas toujours simple. Se remettre en question, être exemplaire dans voilà, incarner le changement que vous voulez voir. Voilà, vous voulez que les équipes coopèrent. Eh ben, ok, incarner cette coopération, travailler sur vos rituels, vous, et la manière de vous ajuster au sein du monde du CODIR, et vos équipes derrière s'ajusteront d'autant mieux. Et puis être en posture de soutien des responsables de chantier. Les responsables de chantier, l'enjeu, on a senti, c'était voilà, d'endosser le rôle, hein, de mettre le costume qui est différent voilà, quand on est patron d'Unio, voilà, à piloter des équipes opérationnelles toute la journée. Mettre le rôle de chef de projet, c'est quand même une autre posture. Se mettre sur un autre horizon de temps, pas être sur le même type de décision, avoir une approche plus transverse. Donc, c'est un changement de posture aussi qui s'accompagne, essayer d'être en soutien de ça, savoir investir le temps nécessaire sur des sujets qui ne touchent pas à l'opérationnel direct. Et ça, c'est quand même, quand on est sur un site un site de production en flot continu, hein, comme disait Mélanie, ça reste un combat, une attention de tous les jours, et puis avoir cette approche transversale. Et au niveau de l'encadrement opérationnel, hein, les enjeux plutôt sur le vécu de la démarche, c'est vraiment de s'impliquer dans le diagnostic et vraiment de partager, et d'être à la manœuvre pour faire émerger les vrais sujets, de contributeurs au groupe de travail, et ensuite d'être en relais de communication d'informations pour les équipes. Donc voilà, quelques enjeux. Là, c'est plutôt sur le vécu. On viendra à la fin sur une prise de recul un petit peu plus globale. Alors, déjà, à ce stade, on va faire pause et se dire quelles sont s'il y a des questions. Alors, on en a deux là qui sont arrivés, non, trois qui sont arrivés dans le chat. On a le temps, on peut les prendre. Peut-être la première. Est-ce qu'on a pu se rattacher à un standard de management du groupe? Je ne sais pas si Mélanie. Non, oui, non, Ouais. donc du coup, oui, on s'est rattaché au standard de management, donc au leadership model de Framatome pour le déployer sur le site, mais avec voilà, des situations concrètes et des exemples concrets que les personnes vivaient au quotidien, en fait, pour finalement l'illustrer. Ok. Parce que j'ai envie de dire, par exemple, c'est plus précis, hein, c'était sur le périmètre rituel. On est aussi allé voir le standard et d'aller voir le standard nous a ouvert des possibilités qui avaient été perdues. Parce que les standards, on les oublie un peu parfois. Ouais. On a une question de Jean-Baptiste qui nous demande comment, peut-être Cyril, j'ai envie de la renvoyer, comment la démarche a été perçue, enfin Cyril, Mélanie aussi, comment la démarche a été perçue par le CODIR, comment les membres ont accueilli la nécessité pour eux de changer d'abord pour que le projet réussisse. Peut-être si vous voulez. Ah, c'est pas simple. Parce que dans le comité de direction, il y avait aussi des nouveaux arrivants, Ouais. dont moi. Il y avait aussi des nouveaux arrivants au sein du comité de direction. Ouais. Ben, c'est sûr qu'au début, c'est pas forcément simple, surtout que moi j'avais une volonté, notamment sur les chantiers, de ne pas confier les chantiers aux sachants. Oui. Donc on a croisé les responsabilités. C'est-à-dire que donc les gens n'ont pas forcément compris. Notamment sur la partie technique ou sur la partie managériale, on ne les a pas confiés à des responsables du haut. Sur la partie maintenance, sur la partie OPEX, on ne les a pas confiés à l'OPEX. On a fait des responsabilités croisées. Ouais. Ça, c'était voulu. C'était voulu pour que, justement, casser un petit peu, vous savez, il existe toujours sur un site important des baronnies ou alors des silos. Le but, c'était vraiment de casser ces silos et de casser ces baronnies. Donc, c'est pour ça qu'on a bien travaillé au niveau comité de direction pour travailler en transparence tout au long de l'année 2025. C'était aussi un des chantiers d'Optim. Clé. Ouais. Et puis je reviens sur la question, l'accueil sur le management intermédiaire. Oui, très bien. Au tout début, forcément des résistances. Parce que là aussi, dans le management intermédiaire, il y a
il y a des managers qui sont reconnus, qui ont un certain statut. On sait que la réussite passera par leur adhésion ou donc, on a commencé par faire une cartographie des acteurs et on a construit les groupes avec dans chaque groupe à la fois, on va dire, un résistant, un promoteur. On essaie d'avoir des groupes équilibrés pour voilà, embarquer les personnes clés sur le site. Complètement. Et sur l'embarquement, du coup, on a une question de Bernard sur le sujet. Effectivement, on a parlé de co-construction avec 100% des managers. Peut-être votre regard, Mélanie Sirit, sur le fait qu'effectivement, on a fait le choix de ne pas mettre directement les équipes opérationnelles, dans les chantiers. Alors, on a fait ce choix parce que historiquement, sur le site de Jarry, la plus grosse résistance, finalement, c'était peut-être le management intermédiaire chez nous, étonnamment. Donc voilà, on a souhaité en fait se focaliser plutôt sur le management intermédiaire, les embarquer, et avec le postulat que si eux ils sont embarqués, enfin les équipiers derrière ils suivront en fait. Ouais. Notre plus grand mal, c'était le non-alignement de notre management intermédiaire en fait. Mais ça c'est propre à notre site. Alors, du coup, pour reprendre du champ, c'est une réalité sur votre site. Cette question du management intermédiaire qui freine, on le sent aussi dans d'autres organisations. Et on le sent aussi, entre autres, parce que voilà, le management, il est aussi à la charnière, hein, entre les injonctions, ce qui peut venir d'un groupe, de la direction, des politiques à décliner, et puis le terrain. Et cette posture charnière, c'est là où peuvent se rencontrer, entre autres aussi, les contradictions ou les paradoxes. Et que c'est pas forcément évident à gérer. Donc, effectivement, c'est sur cette charnière-là qu'il y a vraiment beaucoup d'enjeux. Et on assiste vraiment management de première ligne. Voilà. Mais Cyril, peut-être tu voulais compléter? Non. Après, derrière, le management intermédiaire, c'est vrai que il est pris entre le marteau et l'enclume. Hein. C'est-à-dire que, en fait, le management des équipes et puis la direction. Et là, c'est clé dans toute transformation. C'est le maillon clé, en fait. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu à la fois les impliquer dans la construction, pour dire, voilà, vous êtes acteurs. Moi, j'ai eu des discussions avec des managements intermédiaires. Voilà, j'ai dit, écoutez, oui, vous avez fait le diagnostic, vous avez participé. Qu'est-ce qu'on met en avant en termes de chantier de transformation? Donc, les 6 chantiers de transformation, ils ont été vraiment décidés par l'ensemble du management intermédiaire. Bien sûr, ça faisait sens par rapport à l'évolution du site, hein, bien entendu. Et ils étaient acteurs. Parce qu'après, derrière, on dit, voilà, il y a un chantier de transformation, on décide quelque chose, et puis derrière, c'est toujours facile de dire, là, ça serait pas mal de faire ça. Je dis, attendez, non, on l'a décidé, vous l'avez décidé, on le met en place, et après, on regarde, on fait un retour d'expérience. Mais on ne dit pas tout de suite, on retourne en arrière. Parce que c'est aussi une population c'est quand même difficile de changer, en fait, parce qu'il a ses habitudes. Donc pour eux aussi, ça rassure de maintenir les habitudes. Alors que quelquefois, sur un site en transformation où on doit augmenter la production, où on a des enjeux importants en termes de projets, d'investissement, il est nécessaire de changer et de casser justement les habitudes. Et peut-être un dernier point, et puis après on va aller sur la partie plus de prise de recul pour le point comment ça a été accueilli. Alors je vais parler avec le regard de l'expert de consultant. Au début, on va pas 50 histoires. L'accueil avait pu être un peu frais hein, dans les voilà. Avec des consultants, on en a déjà vu. Ça va être pareil, on va faire un plan d'action, ça va pas être mis en œuvre. On les connaît vos histoires. Et donc déjà d'accueillir ça. En fait, et qu'est-ce qui a fait basculer? Il y a plusieurs choses. Il y a le fait de dire, écoutez, là, on va les choses en grand, on va prendre le temps de se parler. On va voir une première fois et on va se revoir. On va voir tout le monde. Et c'est l'engagement de dire il va y avoir vraiment une gouvernance et un pilotage, il va y avoir une animation après
une animation collective au niveau très structuré sur les différents chantiers. Donc vraiment, en tout cas, la méthode, cette transparence sur la méthode, et voilà, et puis la posture aussi d'accueil des résistances a été vraiment importante, et on croit Oui, vraiment. Ce que je veux dire, au moment du diagnostic, tu l'as un peu dit au début, Ouais. il y a eu ces 2 étapes. Et ça, je crois que ça a été très important. C'est-à-dire, la première étape, on a vu tout le monde. Et là, on a eu l'accueil très froid dont nous a parlé Thomas. Quand même, il y en a eu plusieurs qui ont fait part de leur Le scepticisme. scepticisme, on va dire. Ouais. Voilà. Et derrière, quand on est revenu avec les chantiers, les tris et puis l'analyse des causes de la situation, eh bien, on a pu dire, ils ont pu reconnaître ce qui avait été dit, et y compris les verbatims qui avaient pu être conservés. Ouais. Et ça, je pense que c'est important. Ouais, la reconnaissance de ce qu'ils ont, vraiment de leur perception. C'est-à-dire, en fait, ouais, ce qu'on est en train d'écrire ensemble, voilà, c'est vraiment notre vie. Et donc, si on parle là-dessus, ok, on va pouvoir avancer. Et on s'autorise à le déplacer un peu, et on vous explique pourquoi. Mais on a bien entendu, parce que s'ils sont un peu extrêmes au début, enfin, ils le savent. Et du coup, on peut déplacer, mais en accompagnant ce qu'ils ont dit. Ouais. Ok, je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent. Je propose qu'on les garde pour la fin. Je propose qu'on amène sur quelques éléments de prise de recul. Voilà, sur cette question de la transformation. Alors, on peut se poser la question, pourquoi faire de la transformation, hein, voilà, qu'est-ce que les autres pourraient changer pour que moi je m'améliore? Alors, précise, ce n'est pas une caricature ni de Cyril ou de Mélanie, hein, c'est plutôt qui ont été plutôt dans la posture inverse, mais en fait, voilà, on ne gère pas, on ne lance pas une transformation pour des questions, voilà, autour des personnes. On lance une transformation parce que c'est un sujet collectif et qu'en fait, parce qu'on sent que il y a de tension qui peut traverser, une tension récurrente qui peut traverser une équipe, qui peut traverser un site, et donc on va lancer une transformation parce que collectivement, en fait, on sent on sent qu'on en a besoin. Alors pour expliciter ça, on a cette image de l'iceberg d'ailleurs qui va répondre à quelques éléments qui venaient là au début sur qu'est-ce qui freine une transformation. La question c'est est-ce qu'on reste à la surface sur ce qui est visible, ou est-ce qu'on descend plus bas? Dans une organisation, elle a des éléments voilà, visible, ok, il y a un but, une stratégie qui est écrite, il y a un objectif, il y a des procédures, il y a des normes, il y a des comités. Ok, donc des éléments visibles. Et souvent, quand on parlait de dynamique notamment de changement, voilà, on est à ce niveau-là, on est à ce niveau-là, au niveau des plans d'action. Donc c'est vraiment important. Et on ne dit pas nous surtout qu'il ne faut pas travailler à ce niveau-là, mais pour transformer, il y a besoin de descendre plus bas. Dans ce qu'on appelle la zone de transformation culturelle, c'est quoi les attitudes, c'est quoi les valeurs, c'est quoi le style managérial des équipes, c'est quoi nos représentations de la performance, c'est quoi nos habitudes, nos comportements quotidiens, nos tabous, c'est quoi, je reprends ce que je disais, là, c'est quoi les baronnies, au sein du CODIR, tous ces sujets-là, et qu'en fait, si on ne descend pas à ce niveau-là, alors voilà, on peut pas faire de la transformation. Donc, en fait, on parle de la culture d'une organisation qui vraiment, elle s'incarne dans les comportements quotidiens, les réflexes managériaux, les priorités. Et il devait être, vous le comprenez bien, la question du management, elle joue un rôle central soit dans la préservation, on reste sur comment innover, soit dans la transformation de cette culture. Et donc le switch, il se fait où? Il se fait quand on sent et on a compris collectivement que notre culture, ce qu'on fait et le bas de notre iceberg, ça devient un frein, un obstacle à notre objectif stratégique, à notre but, à ce qu'on veut réaliser. Donc,
Quand il y en a un qui en conscience, ça ne suffit pas, deux qui en ont conscience, ça ne suffit pas, mais quand une majorité de l'équipe, on revient sur notre question de diagnostic, a pris conscience que, OK, pourquoi on n'y arrive pas, avec cette vision système, avec cette vision qui permet d'aller chercher les causes profondes, alors ça crée le déclic pour se dire, OK, il faut qu'on bouge et il faut qu'on bouge tous. Donc c'est vraiment cette question de la transformation. Une illustration, on a écrit récemment un article de blog sur la question du syndrome qui s'appelle le syndrome de l'aspirateur. Mais qu'est-ce que c'est? On voit par exemple qu'on a une ligne managériale qui est aspirée par le terrain, qui est aspirée par les questions opérationnelles. On en avait parlé avec Mélanie, c'était un des points sur le site, mais on le voit, on le voit beaucoup. Ce syndrome du pompier. Alors, qu'est-ce qu'on a comme sujet au niveau opérationnel? On a des sujets techniques, on a des sujets, on a peut-être des problèmes de qualité, des problèmes de maintenance, des diagnostics à faire, on peut avoir des problèmes d'effectifs, des problèmes de tenue de poste, et il faut regarder ces sujets-là. Bien sûr, on n'est pas en train de se dire qu'il ne faut pas les regarder et travailler sur des sujets, sur ces sujets-là, mais c'est important de descendre, par exemple, sur les enjeux culturels, sur se dire, OK, pareil, peut-être que dans le management, il y a la culture de la légitimité technique. Et donc, le bon chef, c'est le super technicien, et c'est celui qui doit être capable de débrouiller tous mes problèmes techniques. Voilà, des cultures de, le comportement du sauveur, qui est le comportement du sauveur et qui est valorisé, et que, le bon chef, c'est celui qui vient éteindre les incendies. Donc, comment on travaille sur ces sujets-là, sur ces représentations, par exemple, de c'est quoi le management, comment on travaille plus en profondeur pour faire en sorte que les sujets opérationnels soient traités différemment. Voilà une illustration en fait de comment se jouent ces enjeux de transformation. Pour avancer un peu, on voudrait vous proposer deux choses. La question de réfléchir sur les outils, et puis ensuite, on va essayer de rassembler un peu tous les ingrédients qu'on voit de la transformation. Un des points pour nous, c'est de dire qu'il faut étoffer sa caisse à outils. Vous connaissez peut-être ce précepte, hein. Si vous avez un seul outil, avec votre outil, c'est un marteau, vous avez tendance à voir que tous les problèmes, c'est des clous. Donc, si vous avez une méthode de résolution de problèmes de très qualité, vous avez tendance à voir dire que tous les problèmes ont une orientation, une orientation qualité. Et donc, le sujet pour raisonner transformation, c'est important. C'est important pour nous d'avoir des outils différenciés. Donc, si on ouvre la boîte à outils, on va dire il y a une première famille d'outils, en tout cas, c'est le raisonner système. Des outils d'analyse un peu systémiques. Alors, on travaille avec la théorie des contraintes qui pose différents outils. Vous avez peut-être vu ces logigrammes avec l'arbre des causes, hein, des choses qui permettent d'avoir une vision système d'un problème, de réfléchir sur les causes profondes d'un sujet, et donc de ne pas être dans le réductionnisme. On l'a avec la théorie de contrainte, on travaille aussi avec ces sujets, avec ces outils sur des questions de RSE, à travers des modèles de notes, avec des questions sur la démarche robustesse. Ils ont un point commun, ces sujets, c'est qu'ils résonnent en grand. Donc, premier point, stop au réductionnisme, on ne prend pas tous les sujets en silo. Ensuite, une fois qu'on a vu grand, il peut y avoir des outils. Après, quand on connaît le périmètre, par exemple, ce qui a été le cas pour le chantier maintenance, on peut travailler avec des outils d'excellence opérationnelle. Donc, toutes les méthodes de résolution de problèmes, les têtes de Pareto. Alors, on prend ce dont on a besoin et on le fait parfois de façon non systématique, telle que enseignée dans les livres, mais on les fait dans leur esprit. Et
voilà, par exemple, nous, on a eu une première action qui a été faire en sorte de synchroniser la production avec les interventions planifiées, parce qu'il y avait beaucoup d'interventions qui étaient planifiées, qui ne se réalisaient pas. Pourquoi les installations n'étaient pas disponibles? Ah oui, mais comment est-ce que l'information était passée déjà? Voilà. Donc, il faut travailler à ce niveau-là. On a aussi utilisé des choses qui sont peut-être un petit peu plus, on y pense un peu moins en excellence opérationnelle. Tout ce qui est autour du pilotage, c'est-à-dire permettre aux gens qui ont une responsabilité, leur dire bah, il faut qu'à un certain moment, tu te poses et tu décides, et après que tu communiques les décisions. Alors, ces décisions peuvent se prendre à plusieurs, c'est par exemple dans le cas des rituels, ça peut aussi se prendre seul au niveau d'un responsable d'entité. Il faut de temps en temps qu'il se pose pour voir s'il a suffisamment de monde, ça cherche à part, enfin, prendre du recul par rapport à sa situation au niveau maintenance. Voilà. Donc ça, c'est important, donc décider, puis parler et se parler. Donc, si on continue sur les outils, OK, système, outils excellents opérationnels, les outils, voilà, on va s'intéresser à la question humaine, management, RH et qualité des relations. Donc là, on n'utilise pas obligé, on va péter 100% des outils, mais en tout cas, d'aller chercher des choses là-dessus. Par exemple, là, dans le cadre avec les équipes de Jarry, on a travaillé avec le disque sur le sujet, ce qu'évoquait Cyril, hein, mieux se connaître pour mieux se connaître, pour mieux interagir. On peut travailler sur la question de feedback, on peut intégrer des questions travailler sur des baromètres pour voir où sont les équipes, travailler avec des grilles de lecture sur les compétences, sur des référentiels. Bref, en tout cas, il faut intégrer ces éléments-là, humains, managériaux, relationnels, s'équiper en outils pour travailler ce facteur-là. Et le dernier, voilà, mettre de l'intelligence collective, de la créativité, de l'animation transverse. Les sujets sont toujours plus complexes et l'actualité n'arrête pas de nous montrer tous les jours que la complexité ne va pas aller en baissant et on croit dans ce qu'il n'y a pas de chemin sur ces sujets sans intelligence collective. Et donc l'intelligence collective, eh ben, elle est latente, mais il faut aller la chercher, il faut aller l'animer avec des techniques, des manières de travailler ensemble. Et on peut mettre aussi du fun, on peut mettre des jeux, on peut mettre des choses pour faire sortir les gens du cadre et puis aussi apporter des idées. Voilà donc cette boîte à outils pour Raisonne et Transfo, système, outils opérationnels, management et la question de l'intelligence collective. Dernière diapo sur voilà, comment finalement on a envie de conclure sur créer la dynamique et choisir ses combats. Qu'est-ce qu'on veut se donner comme. Ok, je commencerai sur vraiment le début, se donner du temps et s'aligner sur le but commun. Voilà, ça, s'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est cette slide minimale. Ouais. Et là, la grande chance qu'il y a eu chez Framatome, c'est que l'on a eu ce temps. Et vous voyez que ça continue, et derrière, l'équipe du site continue le chantier, c'est-à-dire est bien consciente qu'on ne change pas une transformation, on ne crée pas une dynamique en seulement enfin, on ne change pas un état d'esprit et une façon de travailler sur un site en 6 mois. Et s'aligner sur le but commun, ça, c'est le but, c'est ce qu'on a travaillé ensemble à toutes les. On fait découvrir le but au tout début. D'ailleurs, oui, on l'a peut-être pas saisi, mais dans le début de la démarche, dans les premiers travaux, on a redit quel est le but de l'usine. Voilà, avec Framatome, ok, on est sur l'usine de Jarry, à quoi elle sert cette usine, à quoi elle sert, et on l'a fait réécrire de manière explicite et simple en 2 phrases. Et ensuite, on a fait écrire aussi les unités opérationnelles, les managers, on les a fait réagir là-dessus pour se redire, ok les amis, on est ensemble, pourquoi? Donc ça, c'est les 2 pattes sur lesquelles on s'ancre. Il y a le sous-but de la transformation, finalement, auquel on pense tout de suite, mais on l'a inclus dans le but vraiment du site, de la production et de Framatome. Ouais.
On peut le préparer. Après, il y a une question sur montrer le but tel qu'il a été explicité, Gaëtan. Ouais, on va les récupérer. Mais Bon, Mireille, je voilà. te laisse. Donc, je continue. Il y avait. Est-ce que tu peux avancer, s'il te plaît? Tu peux tout mettre et puis comme ça, pas du temps. Donc, il y avait quelque chose d'important, c'est que la direction porte, soutienne, arbitre. Enfin, il y a une implication forte de la direction, peut-être en arrière-plan, hein. Mais il faut vraiment qu'elle soit là. Il y a eu l'animation de la dynamique dans le CODIR. Il est important que ça bouge au niveau du CODIR. Et il y a quelque chose sur lequel on a travaillé, c'est que les membres du CODIR se parlent. On a proposé et mettre en place des one-to-one au niveau des membres du CODIR. Et le pari, c'est que si déjà les membres du CODIR se parlent, ça va aider à ce que en dessous, les managements intermédiaires se parlent aussi entre eux, ce qui est très important pour que ça avance. Et il ne faut pas que tout remonte tout le temps et que derrière, il y ait des guerres de chapelle. Voilà, et de temps en temps, il faut débloquer des situations. Je vous ai dit qu'en maintenance, il avait fallu synchroniser la production et les demandes d'arrêt de prod pour faire de la maintenance. J'ai honte de dire combien de temps il a fallu pour le mettre en place, mais il a fallu une intervention forte, très forte de la hiérarchie. C'est-à-dire qu'au début, c'était le groupe de travail. Après, il a fallu que la responsable de l'UO intervienne. Et il a même fallu que ça remonte au niveau de Cyril, de la direction de l'usine. Bon, voilà. Mais une fois que ça a bougé, derrière, il y a des choses qui ont bougé beaucoup plus facilement. Mais le premier pas a été un peu raide. Il faut bien choisir et orchestrer ces chantiers. Il faut travailler sur les vrais cailloux, si on veut être crédible et si on veut pouvoir entraîner les gens. Parce que c'est même respecter les gens que de travailler sur les vrais cailloux. Donc nous, on vous a parlé donc, de 2 types de chantiers, les temps longs, type management, et puis plus rapide, plus concret. Ça permet aussi de faire passer le message, vous voyez, on s'occupe de vos problèmes du quotidien. Bon, on ne les a pas tous pris, on en a pris 1 ou 2, mais on les a pris. Et ce qui est aussi important, et c'est en lien avec le temps, c'est qu'il faut il faut cadencer les chantiers aussi par rapport à ce qui est réaliste. Voilà. Et donc, on avait des équipes qui devaient, des équipes pilotes chantier pour chaque chantier, qui devaient se réunir. Voilà, on a adapté la façon de faire. Et finalement, pour un certain nombre, où il y avait des gens qui étaient du matin qui étaient en équipe, on a trouvé que c'était déjeuner ensemble et faire des déjeuners de travail. Mais il faut s'adapter. Par exemple. C'est un des exemples. Derrière, on peut parler de monter le niveau de jeu managérial. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on attend de chacun? On a créé quelques temps d'échange. Alors, ça va un peu avec ce qui est en face, là, installer une gouvernance projet robuste. Pour le projet, il y avait des points mensuels. On avait des points d'eau vraiment en équipe de projet, mais des points mensuels où chaque responsable de chantier venait présenter son avancement et les autres pouvaient entendre. Et on a aussi pensé on a fait une réunion aussi où tout le monde a pu chaque chantier a pu mettre en commun. Après, établir un code diagnostic en vérité, avec une implication large de l'encadrement. Écoutez, ça, je pense qu'on en a suffisamment parlé, on en a beaucoup parlé, et c'est important. Et alors, sur la gouvernance projet, là, je vais revenir un petit peu plus. On a mis en place, et ça a duré toute l'année, une animation hebdomadaire. Ça permet, je crois que c'est très important pour maintenir le rythme et pour la qualité du chantier. Parce que ça permet de voir comment ça avance et surtout
si jamais il y a un blocage, de pouvoir en parler et de pouvoir décider des moyens que l'on va mettre. Est-ce que c'est parce qu'il y a une personne qui est pas disponible? Est-ce que c'est parce que les gens n'ont pas envie de travailler ce sujet? Bon, il peut se passer plein de choses. Comment est-ce qu'on réagit? Et donc ça, c'était au niveau de, il y avait Cyril, Mélanie, un responsable du haut, une responsable d'entité transverse Mm. et Optime. Voilà. Et donc, sur ces points, vraiment, il y a, pour nous, voilà, c'est quoi la recette quand on veut vraiment transformer dans le temps, dans le temps. Alors, du coup, appliqué à une usine, mais pour nous, vraiment, ça s'applique à n'importe quel type d'organisation. Bien sûr, on a les moyens, la taille, les yeux en fonction du type d'organisation, mais ça peut être une association de 20 personnes, un site de porte de 300, une PME de 80, voilà, pour nous, là, il y a vraiment ces ingrédients-là, ils sont vraiment injectés dans tout type, dans tout type de démarche si on veut vraiment la faire bouger en profondeur. On a des petites questions. Ouais, du coup, dans les questions, alors, il y avait une première question de Julie qui demandait, alors peut-être pour Mélanie Cyril, comment est-ce qu'on a travaillé le sujet avec le CSE? Le CSE, en fait, en CSE, on leur faisait voilà, des points d'avancement de la démarche. On les a impliqués comme ça. On n'a pas fait de choses particulières. C'était un point d'information à peu près par trimestre à chaque CSE. Et on avait rencontré à la fin du diagnostic chacune des organisations. Ouais, on avait tête à tête. Ouais. Et puis les membres du CSE, ben voilà, encadrement qui étaient dans l'encadrement de proximité, en fait, ils ont été intégrés dans les groupes de travail. Et ça, ça, c'est un point, voilà, c'est un point peut être vraiment intéressant de dire, ok, ne traitons pas le sujet à part et pour se dire, bah tiens, après comment on va aller leur raconter, en parler au CSE, le fait que des membres soient intégrés directement. Bah, ok, ça les met partie prenante, de la démarche. On est en train de commencer un autre projet actuellement avec chez un bailleur social par exemple, avec ce même sujet hein, dans un environnement avec un contexte social syndical important, d'intégrer, d'associer à la réflexion. On avait si je peux rajouter quelque chose, oui, en fait, c'est pour ça qu'on a fait une cartographie. Et d'entrée, si on met que des promoteurs dans les groupes de travail, c'est sûr que tout le monde va être content, mais derrière, il faut aussi intégrer des personnes qui sont justement plus difficiles. C'est aussi le but de la démarche, et c'est aussi le but, voilà, une transformation, il faut aussi intégrer des gens qui sont contre la démarche au début. Ouais. C'est un risque qu'on a pris, hein, mais si on ne fait pas ça, c'est vrai que voilà, on peut construire tout le modèle qu'on veut, mais après on va se confronter au terrain. Et oui, et du coup, il y a des choses qui jouent vraiment dans la manière, dans la manière d'animer les choses. Et c'est intéressant de voir aussi que quand on intègre, voilà, tout le monde, les promoteurs, ceux qui sont un peu entre deux eaux, et puis aussi ceux qui peuvent avoir des réticences, mais quand on les fait réfléchir de manière constructive ensemble, en fait, c'est le groupe qui embarque. Et donc, derrière, forcément, ça déroule plus facilement. Oui, il y a Gaëtan qui voulait voir le but. Alors, du coup, très, très simple, hein, ce qu'on a mis sur le but de l'usine, nous, c'était répondre en sécurité aux besoins actuels et futurs en éponge zirconium, en assurant qualité et quantité et en restant compétitif à moyen terme. Très simple. On n'est pas sur la raison d'être, hein, on ne travaille pas sur voilà, mais opérationnellement, concrètement, c'est quoi ce qu'on est en train de réaliser tous les jours. Et donc, on a travaillé là-dessus, et puis on l'a fait écrire au niveau des unités opérationnelles, au niveau des fonctions transverses. Et en fait, bon, là, on va pas tout détailler là, mais en fait,
quand on a fait nos groupes de travail, en fait, on les a fait réagir dessus, on les a fait écrire, et puis on a identifié peut-être quels étaient les points, les points qui pouvaient faire dissensus. Mais en fait, on s'est rendu compte que finalement, le but de l'usine, voilà, il était écrit, il était clair, et les gens adhéraient. Et après, ça permet de se dire, OK, moi, manager du haut, moi, responsable de fonction transverse, projet ou autre, ou de méthode, OK, comment je m'inscris là-dedans? Donc, voilà, c'est pas une réécriture de la raison d'être, mais ce but, c'est qu'est-ce que concrètement on cherche à réaliser ensemble tous les jours. Et on a une dernière question de Jean-Michel. Alors peut-être qu'on l'a traitée un peu en transverse depuis qu'elle a été posée, mais sur la manière dont les membres du CODIR managent le management intermédiaire. Est-ce qu'on a travaillé là-dessus? Après, les membres du CODIR, ils ont été impliqués dans le groupe managérial au même titre que d'autres managers lambda. Donc en fait, oui, on a travaillé là-dessus, on a travaillé sur la posture et on l'a retravaillé en petit comité quand on faisait de l'accompagnement de CODIR en fait. On a travaillé avec l'Optime lors de séances bien particulières avec le CODIR, notamment sur la partie délégation, notamment sur la partie feedback, feedback positif, sur la partie faire plutôt que faire. Donc ça, c'est aussi un point. De manière générale, on a alors c'est pas vrai partout, mais sur le site de Jarry, on a des métiers qui sont très techniques. Donc, c'est toujours plus rassurant de se focaliser sur la technique. Bien sûr. Donc, ce qu'on a voulu faire dans cette démarche, c'est aussi travailler à la fois sur la technique, parce qu'il y a des outils, tout ce qui était gestion des MVP, etc. Mais on a aussi travaillé sur l'humain, parce que ça a été mentionné. Donc, et travailler à la fois sur l'humain, à la fois, on a travaillé aussi sur les irritants. Donc on a mené aussi une démarche, comment on gère mieux les irritants au sein des équipes. Donc ça a bien fonctionné en parallèle sur toute l'année 2025 et ça continue. Donc le but, c'était aussi, voilà, comment on intègre la partie humaine dans la démarche d'amélioration. Oui, tout à fait. Écoutez, merci. Alors, on arrive voilà, à la fin de notre temps. Est-ce que l'un d'entre vous aurait une question une question, je vois que les premiers doivent nous quitter. Merci, au revoir Jean-Yves. Merci de votre participation. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? On conclut là. OK. Pas de questions complémentaires. Alors, voilà, on conclut. Déjà, merci vraiment de votre participation. Un immense merci, Mélanie, Cyril, de votre confiance et puis de ce partage d'expérience. Voilà, on vous redit en tout cas que voilà, quand vous sentez que au-delà des chiffres, au-delà des indicateurs, au-delà des tableaux de résultats, quand vous sentez que les comportements en fait que vous observez sur votre site, la manière d'être des gens, les actes managériaux qui sont posés, quand vous sentez que ce qui est en train ces comportements-là qui sont en train d'advenir représentent un frein à l'atteinte de votre de votre site, de votre but, de votre stratégie. C'est-à-dire que sans doute, il y a vraiment quelque chose de cette transformation à aller chercher en profondeur. Et voilà, on vous invite à réfléchir sur ce sujet. Et bien sûr, on est tout à fait disposé à réfléchir avec vous là-dessus. Écoutez, il est 9h57. On vous libère à l'heure, même avec 3 minutes d'avance. On vous remercie infiniment pour votre participation. On vous laisse une bonne journée. Voilà, merci. Merci. Bonne journée. Et à bientôt. Merci à vous. Merci, bonne journée. Merci beaucoup.